Alors, pour comprendre l'impact écologique du bâtiment, il faut considérer deux éléments. Il y a d'abord tous les impacts qui sont liés à la construction des bâtiments, mais aussi à leur fin de vie. Donc l'énergie qui va être nécessaire pour extraire des matières premières, fabriquer des matériaux, assembler ces matériaux sur un chantier, et lorsqu'on démolit un bâtiment aussi, traiter les déchets qui sont générés par cette démolition. Donc ça, c'est une première enveloppe d'impacts environnementaux. Et la deuxième enveloppe, c'est celle qui est liée à l'exploitation des bâtiments. Donc comment les bâtiments comment les bâtiments sont utilisés pendant toute leur durée de vie. Et là, on sait, grâce aux chiffres qui sont fournis par l'ADEME, que 45% de la consommation d'énergie, toute consommation confondue, est liée à l'exploitation de ces bâtiments, en particulier pour le chauffage, et ça représente aussi 17% de l'émission de gaz à effet de serre, tout secteur confondu, y compris les transports, etc. Et donc le bâtiment, c'est aussi le premier secteur producteur de déchets en France, avec environ 3 millions de tonnes par an. C'est difficile de s'en rendre compte, mais voilà, en termes de poids, c'est 6 fois plus que l'ensemble des déchets ménagers, c'est-à-dire l'ensemble des déchets générés par les ménages, les entreprises et tout secteur d'activité confondu. Voilà, on a 6 fois plus de volume de déchets, enfin de poids de déchets qui sont générés par le bâtiment. Alors, la première solution à laquelle on pense évidemment, c'est de construire des bâtiments plus performants, qui vont dépenser dans lesquels on va dépenser moins d'énergie pour le chauffage, etc. Et évidemment, c'est une solution et de nombreux architectes y travaillent, mais en même temps, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a 60% de l'ensemble du parc construit, donc l'ensemble des bâtiments qui existent en France, qui a été construit avant les années 1975, avant les premières réglementations thermiques et le choc pétrolier et le moment où on s'intéresse à la question de la dépense d'énergie. Et aujourd'hui, on sait la construction neuve représente à 1,5% du parc bâti chaque année. Donc ça veut dire que voilà, avec ces constructions neuves, on peut pas ça va prendre énormément de temps à transformer tout ce parc bâti. Donc une des solutions, c'est évidemment la rénovation, donc comment on peut améliorer les performances, et notamment les performances énergétiques, donc l'enveloppe des bâtiments existants. Et donc évidemment, il faut aussi pouvoir réhabiliter le parc de bâtiments existants. Et donc pour ça, voilà, il y a un plan national qui a été lancé en 2018. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près un peu moins de 4 millions de bâtiments qui sont classés F et G, là je parle uniquement du logement, et l'État souhaite lancer des campagnes de réhabilitation pour 500 000 logements par an, voilà, dans la perspective d'arriver en 2030 avec l'ensemble des bâtiments actuels réhabilités. Évidemment, c'est des objectifs très ambitieux et se pose la question des moyens pour y parvenir. Donc ça, c'était pour la partie exploitation des bâtiments. Et si on s'intéresse maintenant à la partie de l'impact environnemental de la construction, dans ce cas-là, c'est intéressant de regarder la ville dans son ensemble et la manière dont elle se transforme, se fabrique, un petit peu comme un corps. Et on parle de métabolisme urbain, le même sens que le corps a un métabolisme avec des choses qui rentrent et des choses qui sortent de ce corps, à l'échelle d'une cellule par exemple. Et voilà, si on regarde le métabolisme de la ville, on a des matériaux neufs qui rentrent, qui vont permettre de construire des bâtiments, et des déchets qui sortent et qui vont voilà, devoir être traités. Et donc tout l'objectif du point de vue de l'impact environnemental de la construction, c'est de réussir à réduire ce métabolisme, à réduire les flux entrants et à réduire les flux sortants pour limiter la quantité l'énergie consommée pour fabriquer des matériaux et limiter la production de déchets. Et donc pour ça, ça tombe bien, la solution c'est la même, c'est aussi en premier lieu de penser réhabilitation plutôt que démolition et construction neuve, puisque voilà, on sait que dès qu'on va démolir un bâtiment, on va générer énormément de déchets et nécessiter de la production d'énormément de matériaux. Euh, donc en termes de métabolisme urbain, on va parler de flux entrant, flux sortant et de stock. Donc ça, on peut regarder la ville comme un stock de matériaux et l'objectif c'est de prolonger la vie de ces stocks. Alors, avec les flux sortants que malheureusement on ne sait pas conserver en place, puisque ce n'est pas toujours possible de réhabiliter un bâtiment, il y a deux grandes manières de penser ces flux sortants. Une qui consiste à recycler les matériaux,
c'est-à-dire qu'on va considérer que ces matériaux deviennent des déchets et on va les transformer de manière à créer des matières primaires secondaires, donc des choses équivalentes à des matériaux, à des matières premières extraites par exemple du sous-sol, pour refabriquer de nouveaux matériaux de construction. Donc on voit qu'on est sur un circuit assez large qui va nécessiter voilà, de déplacer beaucoup ces matériaux et de dépenser beaucoup d'énergie pour réduire ces matériaux à l'état de matières premières secondaires et ensuite refabriquer de nouveaux matériaux à partir de ces matériaux. Et une deuxième approche qui est celle du réemploi et qui va consister non pas à considérer ces matériaux comme des déchets à transformer, à valoriser, mais plutôt comme des ressources directement et des matériaux qui peuvent être réutilisés ou réemployés directement pour leurs caractéristiques d'origine. Par exemple, une fenêtre, si on veut la recycler, il va falloir séparer le vitrage du PVC et envoyer ces matériaux dans des filières différentes, alors qu'on peut très bien, si on arrive à déposer cette fenêtre soigneusement, la réemployer directement en tant que fenêtre, et tout le monde comprend très bien que ça dépense moins d'énergie, moins de transport, et par contre, ça permet aussi de faire travailler plus de personnes, puisqu'il va falloir déposer cette fenêtre soigneusement, en prendre soin tout au long de sa vie d'objet de réemploi, jusqu'à ce qu'elle puisse être reposée dans un bâtiment. Alors, évidemment, on peut se demander pourquoi est-ce que cette solution du réemploi qui paraît si avantageuse de tous les points de vue, puisqu'elle permet aussi de limiter, forcément quand on va récupérer des matériaux, on a moins de matériaux à fabriquer, donc on va travailler à la fois sur les flux sortants et les flux entrants, en faisant en quelque sorte un court-circuit en économie circulaire, en circuit court, et évidemment, ça peut être parfois compliqué de réemployer ces matériaux. Et il y a deux grands aspects, évidemment, la dimension performantielle des matériaux, c'est-à-dire notre fenêtre qui a été déposée, elle est certainement pas aux normes actuelles en termes de performance thermique, par exemple, pour pouvoir être utilisée dans un logement. Et donc là, il s'agit de réussir à adapter la conception architecturale pour intégrer ces matériaux. Donc peut-être qu'on ne peut pas la mettre pour fermer un logement ou un bureau, mais par contre on peut l'utiliser pour faire une seconde peau sur un bâtiment, en plus d'une autre fenêtre, ou pour constituer une serre sur un toit. Et donc là on peut trouver des usages pour ces matériaux pour permettre d'étendre le champ de ce qui est réemployable. Et un deuxième frein, c'est le frein assurantiel, puisque évidemment l'industrie de la construction est faite pour l'utilisation de matériaux neufs, qui ont des garanties apportées par leurs fabricants, etc., ce que n'ont pas les matériaux de réemploi, et donc ça veut dire qu'il faut avoir des gens spécialisés, et c'est le cas de Bellastock, dans l'accompagnement des architectes, et aussi des maîtres d'ouvrage, des gens qui possèdent des bâtiments, pour réussir à mettre en place ce réemploi dans des projets de construction neuve, en particulier dans le cadre des marchés de commande publique. Et enfin, le dernier enjeu, c'est celui des filières de réemploi sur un territoire, et en particulier d'avoir des gens, des artisans qui soient capables de déposer et de préparer ces matériaux, et ensuite de les remettre en circulation. Et aujourd'hui, on a plutôt des entreprises qui sont habituées à poser des matériaux neufs d'un côté, et habituées à démolir d'une manière qui va à minima permettre le recyclage des matériaux, mais pas forcément leur réutilisation dans le cadre d'un réemploi. Alors, il y a quand même plusieurs points positifs sur ce point-là, c'est que ces thématiques qui, en fait, ont très longtemps été une pratique courante jusqu'au début du XXe siècle, on réemployait les matériaux sans arrêt, et c'est vraiment le XXe siècle qui a oublié complètement ces pratiques pour se concentrer uniquement sur les matériaux neufs. Et depuis, on va dire, les années 2000, le XXIe siècle, on a redécouvert ces pratiques de l'économie circulaire et en particulier du réemploi, donc qui connaissent une montée en puissance assez importante aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que finalement, même si le réemploi, environnementalement parlant, est plus intéressant que le recyclage, c'est aussi deux pratiques qui ont tout à fait intérêt à être développées en parallèle. Et on peut penser aujourd'hui voilà, à la filière REP, la responsabilité élargie des producteurs, donc qui va en fait en quelque sorte stimuler les pratiques de recyclage, avec différents flux en aidant à mieux trier les déchets issus d'un chantier de démolition. Et ça, c'est aussi bénéfique pour le réemploi, parce que plus on va démonter proprement pour trier les matériaux en tant que déchets, plus ça va devenir facile également de collecter ces matériaux et de les déposer.